Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Brice le Roi du bricolage. Abonnez-vous, partagez, likez si vous avez aimé, laissez un commentaire si vous en avez. Aujourd'hui, je vais vous parler de phénomène d'effondrement, donc de survie, survivalisme. Tout ça, ça fait partie de la survie et du survivalisme. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on peut observer que nous, en France, euh, on est entre deux feux. Il y a les États-Unis avec Donald Trump qui vient d'arriver au pouvoir. Il veut mettre les États-Unis sous cloche. Il y a Vladimir Poutine qui continue la guerre en Ukraine. Tout ça, c'est politique. Mais quand même, la guerre est aux portes de l'Europe. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir reconnaître un phénomène d'effondrement aujourd'hui. C'est très important. Tout le monde devrait savoir le faire. Surtout pour les personnes qui sont en milieu urbain. Parce qu'en milieu urbain, quand un phénomène d'effondrement arrive, en quelques jours, ça devient une catastrophe. Ça devient un gros problème. Un très gros problème. Et je ne souhaite vraiment pas ça. Donc je vais vous expliquer comment analyser les deux phénomènes en particulier qu'il faut savoir. Toujours analyser cette situation froidement. Hein. Toujours observer ça froidement et il faut toujours regarder toujours son bon sens. Ça c'est bien évident pour ça. Alors dans un premier temps, il y aura la dégradation des services publics. Donc qu'est-ce que j'entends par la dégradation des services publics? C'est le non-ramassage des ordures ménagères par exemple, qui peut être un gros problème en milieu urbain. Et les forces de l'ordre qui ne peuvent plus exercer leur métier, qui ne peuvent plus assurer leur service. Dans un deuxième temps, il y a la dégradation ou disparition des besoins essentiels. Donc tout le monde sait ce que c'est que les besoins essentiels. Donc les supermarchés en zone urbaine, en règle générale, dans les grandes zones urbaines, ont peut-être 6-7 heures d'avance rien qu'en bouteille d'eau. C'est pour vous donner une idée. Rien que l'eau, ils ont que 6-7 heures dans les supermarchés d'avance. Donc c'est très peu. Quand il y a des phénomènes d'effondrement de ce type, vous pouvez vite vous retrouver à court. Et après, bien évidemment, les prix vont se multiplier. Plus dans le supermarché ça va être rare et plus les prix vont augmenter. Après, il y aura des pillages, etc. etc. L'eau courante pourrait être coupée, les stations-service ne seront plus approvisionnées en carburant. Voilà ce qui peut se passer. Donc c'est quand même ces deux phénomènes-là, dégradation des services publics et dégradation, même au départ ce sera disparition, non, ce sera dégradation au départ et disparition totale des besoins essentiels. Hein. Il faut bien le comprendre. Quand l'ensemble de ces éléments se dégrade brutalement, on peut quand même voir un effondrement quand même brutal. Ça, c'est indéniable. Ou partiel de la société, ça dépend comment c'est. Si ça arrive à être circonscrit, je dirais, par zone ou pas. Surtout en zone urbaine, ça peut engendrer à court terme. Alors ça peut engendrer à court terme des problèmes pour votre sécurité. Ça, c'est indéniable. Plus la zone urbaine est grande, où vous vous trouvez, et plus les problèmes de sûreté, d'insalubrité, de pénurie seront majeurs. Il faudra quitter rapidement cette zone, ça c'est une certitude, avant que cela ne devienne impossible. Parce que au bout de 2 jours, des détritus vont joncher le sol. Au bout de 2 jours. Au bout de 3 jours, il y aura des voitures brûlées, calcinées, probablement. Des objets en tout genre qui vont joncher les voies de circulation. Donc la circulation va être de plus en plus difficile. Donc au bout déjà de 3-4 jours, ça va être très compliqué de circuler. Au bout de 5-6 jours, vous allez avoir la disparition des bouches d'égout, par exemple. Ça, c'est le coup classique dans ces phénomènes-là. Vous allez me dire pourquoi disparition des bouches d'égout? Moi, je vais vous répondre parce que
on a besoin ou des personnes ont volé les bouches pour les vendre, ou on les prend pour se protéger des balles, comme bouclier. On peut faire énormément de choses avec ceci. Donc voilà. Après, bien sûr, vous avez toujours essayé d'aller faire vos emplettes pour essayer d'avoir à manger. Et là, les prix vont multiplier par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en fonction des jours passés. Même vous allez faire un x 10 sur 1 kg de farine par exemple. Ça va devenir exponentiel, ça va être impossible de se payer à manger. Il est clair que vous pouvez être aussi attaqué par votre voisin. Ne sous-estimez jamais votre voisin. Pour de la nourriture, les gens peuvent devenir fous. Hein, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que je vous conseille de quitter rapidement cette zone avant que ça devienne impossible. Ça c'est une certitude. Lorsque le phénomène d'effondrement a lieu, il faut de longs mois, voire de longues années, pour que la situation revienne un peu plus stable. Alors là, j'insiste bien aussi sur un peu plus stable, parce que ça redeviendra un peu plus stable, peut-être, mais au bout de quelques années, je pense, quelques mois, ça va être compliqué quand même. Quand ça part vraiment en sucette, on peut le voir, on a des grands exemples. On pourrait presque vous parler d'exemples, je dirais. Il y a beaucoup de situations où ça revient jamais à la normale. Par exemple, je peux vous citer la Syrie, je peux vous citer l'Afghanistan, je peux vous citer la Libye. Vous voyez, tout ça, c'est des lieux où ça a commencé à partir en vrille et où ça ne reviendra pas à la normale avant de très très nombreuses années. Donc en France, nous on a des plans. Les autorités ont créé des plans d'urgence, comme le plan Orsec et bien d'autres. Mais quand on les étudie, ces plans, on voit assez rapidement leurs limites en cas de grande crise majeure. Donc là, je suis assez clair. Quand on regarde les plans qui préconisent, les autorités, on peut se poser de grandes questions en cas de crise majeure. Ces plans-là ne seront pas assez solides. Ça, c'est une certitude. Les plans ne seront pas solides, ne seront pas assez solides, c'est une certitude. Après, on peut croire que c'est du pipeau, mais ce n'est pas du pipeau. Je vais vous donner une autre raison pourquoi quitter rapidement la zone urbaine. Parce que au bout d'une semaine, voire si c'est vraiment le bourbier, peut-être même avant, mais je pense pas, une semaine ou deux. Déjà 2 semaines, ça va être très compliqué, vous n'arriverez plus à vous nourrir. Prolifération de rats, cafards, etc. etc. Il peut y avoir même des rixes dans les rues. Après, il n'y aura même plus d'éclairage public la nuit. Alors là, il faut dire que sans éclairage public, ça devient très compliqué. Les meurtres se multiplient, les assassinats, la barbarie, je dirais. C'est un facteur aggravant de ne plus avoir d'éclairage dans une rue. Ça, c'est une certitude dans ces coups de temps-là. Après, la criminalité automatiquement va augmenter du fait de ne plus avoir d'éclairage public. Comment, vous allez me dire, pourquoi évacuer rapidement? Parce que au bout d'une semaine, il est possible que les autorités vous demandent d'évacuer. Alors si vous évacuez, vous êtes pas parti toujours au bout d'une semaine et qu'on vous demande d'évacuer, parce que pourquoi ils vont vous demander d'évacuer? Parce qu'ils vont créer une zone de tir libre. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment attaquer d'ampleur, et du coup s'ils veulent faire ça, c'est que l'armée va monter sur les grands axes. Donc si vous évacuez, surtout, vous n'évacuez jamais sur les grandes artères, parce qu'elles seront mobilisées pour les forces armées. Ça, c'est une certitude. Ne jamais prendre les grandes artères pour évacuer. Rester sur une zone urbaine jusqu'au dernier moment, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Il peut y avoir des frappes aériennes chimiques
des attaques chimiques, il peut y avoir des incendies, il peut y avoir des combats de rue. Euh, et dans des zones denses, c'est quand même compliqué d'évacuer quand il y a tout ça qui se passe. Hein, ça c'est clair. Il y aura des tirs air-sol, sol-air aussi. Donc ça va vraiment être très très compliqué d'être entre deux feux pour évacuer. Ça c'est une certitude. Donc l'évacuation, j'ai parlé maintenant évacuation. Donc déjà, vous allez vous préparer pour évacuer avant de partir. Vous allez mettre des habits de tous les jours. Vous n'allez pas vous mettre en camouflage, en mode militaire, en ville. Ça, non, c'est une certitude. Vous allez être repéré direct et là, vous êtes potentiellement une cible. Montrez pas que vous êtes trop faible, montrez pas que vous êtes trop fort. Il faut doser en fonction des situations. J'insiste dessus aussi. Il faut la jouer fine, je dirais. Donc habillez-vous normalement. Moi je pense que pour l'hiver un bon jean, des bonnes chaussures de randonnée, euh, un bon un blouson noir qui est normal. Surtout évitez toutes les marques parce que vous pourriez vous faire planter pour des habits de marque. Donc attention à tout ça, faites-vous le plus discret possible et essayez de tracer votre route quoi. Ça c'est ultra important. Donc seul ou en famille. Donc alors la première évacuation, on va parler d'une évacuation en voiture. Donc vous prenez votre pack d'évacuation d'urgence, seul ou en famille, ça dépend. Moi je vous conseille de prendre autant de... si vous, là on va partir, on dit qu'on part dans les premières heures de l'effondrement. Hein. Vous partez en voiture, donc moi je vous conseille la solution la plus simple, c'est de mettre autant de vélos que de personnes dans le véhicule. Ça, c'est une chose importante. Dans l'idéal, faut bien se dire, faut bien se mettre en tête qu'on n'arrivera pas jusqu'au bout en voiture. Comme ça, on ne sera pas surpris, même si on arrive au bout jusqu'en voiture. Il vaut mieux se dire qu'on n'arrivera pas jusqu'au bout en voiture, qu'on finira peut-être en vélo ou à pied. Euh, il faut être discret sur son départ, ne le dire à personne. Vous partez, vous ne prévenez personne. Je pense que le mieux c'est de prévenir personne, ou à moins que vous ayez de la famille, où vous allez, par exemple en milieu rural, vous allez dans la famille, là vous les prévenez pour leur dire que vous arrivez. Mais sinon vous ne dites rien à personne, pas des voisins, à personne. Vous prenez votre véhicule, vous montez, vous chargez vos vélos, les occupants montent dans leur véhicule, vous prenez tout le monde à son pack d'évacuation d'urgence dans son dos, sac à dos mis, ceinture bouclée. Ok. Pour le conducteur, c'est plus compliqué de l'avoir dans le dos le sac à dos, c'est impossible. Donc moi, ce que je préconise, c'est de mettre le sac à dos devant soi. On recule un peu plus son siège et on le met devant. Comme ça, si on a besoin d'évacuer rapidement le véhicule, vous avez juste à sortir du véhicule, vous avez votre sac à dos devant, vous attachez bien votre sac à dos avec le harnais dans le dos, et comme ça, votre sac à dos est devant, vous pouvez courir. Vous voyez? Parce que si vous l'avez dans un coin de votre véhicule, vous allez le chercher, perdre votre temps et vous ne pourrez même pas le prendre, vous allez évacuer votre véhicule sans votre sac. Ça c'est une certitude. Donc l'avoir devant c'est très bien. En plus ça vous protège au cas où, au cas où que vous ayez un choc. Donc voilà. Donc vous prenez votre véhicule, vous sortez de votre souterrain ou de votre parking, vous fermez vos portes et vous tracez. Vous tracez, vous évitez... vous allez essayer d'éviter les bouchons, c'est sûr, il y en aura, je pense. Mais je pense que vous allez quand même réussir à tirer votre épingle du jeu en partant assez rapidement. Après, sur votre route, on peut imaginer que vous tombez en panne d'essence et qu'il n'y a plus d'essence disponible dans les stations-service. Ça, c'est un problème. Donc là, c'est là où joue le système vélo. Vous sortez vos vélos et tout le monde part en vélo et hop, à la queue leu et c'est parti. Si vous avez des enfants, vous mettez un adulte devant, les deux enfants au milieu
et un adulte derrière pour fermer la marche. C'est très important, c'est pas mal. Et vous continuez votre périple comme ça. Imaginons que vous ayez une crevaison ou deux crevaisons. Vous laissez les vélos et vous finirez votre périple à pied. Moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai prévu des caches avec du matériel tactique supplémentaire. Je vous montrerai ça. Je ferai une vidéo là-dessus sur la cache. J'ai des caches en forêt où je mets du matériel tactique dans des bidons étanches. Donc comme ça, sur mon périple, j'ai plusieurs caches, j'ai 3 caches en tout, avec de la nourriture, des vêtements de rechange et, des outils tactiques, je dirais. Des GPS et tout le reste. Donc voilà, des jumelles, important aussi, j'ai des jumelles, j'ai plein de matériel, je vous montrerai tout ce que j'ai qui est assez important, même des masques à gaz, c'est très important, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc voilà, pour l'évacuation en voiture. Après, pour l'évacuation à pied, c'est encore une autre paire de manches. Là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que il faut se dire qu'avec les barres d'immeubles, on peut avoir des tireurs embusqués partout. Donc il va falloir être la joue assez fine, discret. Montrez pas que vous évacuez, montrez que vous bougez, quoi. Vous allez chercher des vivres ou autre chose, mais montrez pas que vous évacuez, vous marchez tranquillement comme si de rien n'était. Faites très attention aux barres d'immeubles et surtout quand vous passez devant des portes. Il peut y avoir des tireurs embusqués dans des coins, en hauteur. Faites très attention à tout ça, soyez le plus discret possible. Voilà. À pied, ça sera toujours un peu plus difficile. On peut aussi avoir, vous pouvez parler de trottinette électrique. Alors là, la trottinette électrique, ça peut être un bon choix, mais il faut toujours avoir sa trottinette bien chargée. Ça, c'est une chose. Après, une fois qu'elle est déchargée, vous pouvez la foutre à la poubelle, quoi. Donc ça, faudra bien. Ça peut servir, on peut évacuer avec ça, ça peut être un mode d'évacuation, mais il faut toujours garder sa trottinette électrique et le cas échéant, peut-être avoir une batterie de plus supplémentaire pour pouvoir faire un peu de route, je dirais. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé là-dessus. Je reviendrai avec une autre vidéo pour vous montrer mes caches avec tout mon matériel tactique dans les bois. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir.